elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Sarah Ourahmoune. Est-ce que tu veux faire un combat ? Et je lui dis, mais c'est possible ? Il me dit, oui, ça y est, la Fédération française a autorisé les femmes à boxer. Si tu veux, on peut essayer de t'organiser un combat. Et donc, je me dis, ouais, super. Le sport a un sexe et il est masculin. Historiquement, culturellement, la pratique sportive a été pensée par et pour les hommes. Le terrain de sport est conçu comme un espace de socialisation où, depuis l'Antiquité, les hommes apprennent à être des hommes selon les normes dominantes de la masculinité. La sociologue Béatrice Barbus l'explique très clairement dans son livre « Du sexisme dans le sport ». Ce poids des siècles pèse lourd sur les épaules des sportives. Leurs performances sont boudées par les médias. Certaines compétitions leur sont interdites. Elles sont évidemment payées bien moins que leurs homologues masculins. En foot, c'est dingue, c'est 17 fois moins. Et doivent se coltiner sur les plateaux de télévision et dans les émissions de radio tout un tas de questions bourrées de stéréotypes sexistes. Comment une petite fille de 4-5 ans a l'idée de taper dans un ballon ? Premier ballon d'or féminin, premier malaise dans l'Assemblée. Avec l'intervention du DJ français Martin Solveig, qui demande à la lauréate de twerker. Fatigue. Et puis il y a l'histoire de Caster Semenya, cette coureuse sud-africaine qui est la meilleure coureuse de 800 mètres au monde. Elle a quelques particularités hormonales, notamment un taux de testostérone élevé qu'on appelle hyperandrogénie. Et ben vous savez quoi ? C'est pas ok. La meuf est la meilleure. Elle est née comme ça, elle s'est entraînée, elle gagne toutes les compétitions et on a décidé que c'était pas ok. Qu'elle était trop, attention, 10 000 guillemets, masculine pour concourir. La Fédération internationale d'athlétisme a tout récemment pris la décision d'obliger les athlètes présentant une hyperandrogénie à faire baisser leur taux de testostérone à l'aide d'un médicament. Je sais pas en fait. Il y a des hommes sportifs qui ont des taux incroyables de testostérone, des types comme Michael Phelps ou Usain Bolt qui sont tellement forts qu'ils mettent leurs concurrents tous à l'amende. À eux, on ne mesure pas le taux d'hormones dans tous les sens. À eux, on n'érige pas un plafond de verre au-delà duquel leurs performances ne sont pas autorisées à s'envoler. Je suis fière de recevoir dans La Poudre aujourd'hui une femme qui contribue à briser ces plafonds-là. Avec Sarah Ourahmoune, on a parlé de combat, d'échecs et de victoires. Sarah Ourahmoune, vous êtes championne de boxe anglaise et entrepreneuse. À chaque fois qu'on vous présente, on commence toujours par égrener vos titres. Et je vais me plier avec joie à l'exercice parce que les performances des femmes sont trop souvent invisibilisées. Vous êtes donc 10 fois championne de France entre 1999 et 2016, 3 fois championne d'Union européenne entre 2007 et 2009, championne du monde 2008, vice-championne d'Europe 2011 et vice-championne olympique au JO de 2016. Je pourrais aussi ajouter que vous avez reçu la médaille d'or de l'Académie des sports, que vous avez été faite chevalier de la Légion d'honneur en 2012 et officier de l'Ordre national du mérite en 2016. Vous sortez aujourd'hui un livre, Mes combats de femmes, aux éditions Robert Laffont. Votre trajectoire de sportive est longue, pleine de victoires, et votre trajectoire de femme est tout aussi impressionnante. D'ailleurs, on vous présente dans les médias toujours comme une femme en or, une femme d'exception. On applaudit votre faculté hallucinante à conjuguer sport de haut niveau, entreprise et maternité. On porte au nu votre obstination et votre faculté de résilience. Est-ce que ce devoir d'exemplarité qu'on met sur vos épaules peut vous peser parfois ? Non, ça me pèse pas. En fait, je m'en suis pas rendu compte avant cette fameuse médaille aux Jeux de Rio,
quand je suis revenue de ces Jeux, je suis arrivée à l'aéroport de Roissy et une dame qui s'est approchée de moi en me disant ma fille de 5 ans ne veut plus devenir Elsa de la Reine des Neiges, mais elle veut devenir une Sarah. Wow. Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, cette médaille avait un poids et que ma voix allait être écoutée différemment, qu'on allait poser un autre regard sur moi. Et mais je l'ai accepté, ce rôle, parce que je pense qu'en plus, sans en être vraiment consciente, j'essayais quand même déjà de transmettre les bons messages aux jeunes. J'ai été pendant une dizaine d'années éducatrice spécialisée, donc ça faisait aussi partie de mon métier et de mon quotidien, donc ça s'est fait assez naturellement. Et aujourd'hui, le fait d'avoir pris conscience qu'on me regardait, que je pouvais inspirer des jeunes filles notamment, quelque part c'est une belle fierté parce que je suis contente que ces 20 ans de boxe, ces 20 ans de combat puissent aujourd'hui inspirer. Et en même temps, c'est pour moi une forme de ligne de conduite. J'ai l'impression que la boxe a été ça aussi pendant des années, c'est-à-dire que ça m'a donné un cadre de vie, une hygiène aussi. Et là, aujourd'hui, le fait d'avoir cette responsabilité, c'est aussi, attention, t'es regardé, donc voilà, faut montrer le bon exemple. Vous l'acceptez, vous l'endossez? Je l'endosse, vraiment avec plaisir et fierté. En tout cas, il y a beaucoup de charisme qui se dégage de vous. Je suis impressionnée de vous avoir en face de moi, alors que pourtant j'ai eu des sacrées femmes en face de moi dans la poudre. Je suis flattée. Mais vous arrivez avec un aura effectivement très particulier. Alors, vous le savez peut-être, dans cette émission, on essaye de revenir un peu en arrière pour comprendre le parcours des femmes qui font le 21e siècle. Donc, Sarah Oramune, vous avez grandi à Clichy, en banlieue parisienne. C'était comment de grandir à Clichy ? C'était particulier parce que j'avais une maman très battante qui courait un peu partout pour essayer de mettre à manger sur la table, et puis un père qui était présent sans l'être, c'est-à-dire que lui, il tenait un bar-restaurant, il passait son temps derrière son comptoir, et très tôt le matin, il se levait pour aller faire les courses à métro pour faire ses repas le midi, et puis le soir... on le voyait pas parce qu'on était déjà couchés, et il avait l'impression d'être présent parce que il nous donnait à manger, un toit et de quoi nous habiller, et il se rendait pas compte que l'amour c'est pas que ça, mais ça faisait partie de son éducation, ça faisait partie de sa culture, et on l'a accepté, c'est-à-dire qu'on comprenait que, mais ça je l'ai compris que très tard, c'est-à-dire au début je me disais, mais c'est pas possible. Il comprend pas que le rôle d'un père, ça peut pas se cantonner juste à nous nourrir, nous habiller et nous mettre en sécurité. Et j'essayais de le tirer parfois vers l'extérieur en lui disant, tu veux pas venir au parc, on veut faire du vélo, des choses comme ça. Et à chaque fois, il nous répétait qu'il avait pas le temps. Et ma mère, on voyait bien qu'elle courait vraiment partout, qu'elle faisait tout pour bien nous éduquer. Elle nous a quand même transmis des belles valeurs, et notamment les valeurs du sport. Très tôt, elle nous a fait comprendre qu'à travers le sport, on pouvait apprendre de belles choses, se révéler. Elle croyait vraiment aux valeurs éducatives d'une activité physique, et elle nous a encouragés à choisir un sport. Moi, j'ai commencé le judo très très tôt, et d'ailleurs, elle en faisait aussi, donc c'était un bel exemple. Mais voilà, on était à l'époque quatre enfants en bas âge dans un petit studio. Il y avait des jours plus ou moins durs, mais voilà, j'avais mes frères et sœurs, on s'amusait beaucoup, on était plutôt créatifs, on faisait plein de bêtises. Moi, je sais qu'avec mon grand frère, on partait souvent à l'aventure, j'étais assez casse-cou. Donc j'en garde malgré tout de bons souvenirs, et surtout c'est une époque qui m'a donné envie de rêver, et d'ailleurs c'est dans ce studio que j'ai regardé pour la première fois les Jeux de Barcelone en 92 sur une vieille télé où on n'avait même pas d'antenne, on plantait une fourchette pour pouvoir regarder l'image.
Et je me souviens de Marie-Josée Pérec, quoi. J'étais allongée sur un parquet pourri. Et voilà, les émotions, tout ça, c'est ce qui m'a embarquée et qui m'a donné envie d'aller moi aussi au jeu, mais pour vivre ces mêmes émotions. Donc voilà, j'ai plein de super souvenirs dans ce studio, et même si c'était très vétuste, si voilà, il y avait rien pour vivre correctement, j'en garde des souvenirs assez drôles. Je me rappelle que je faisais mes tables de multiplication sur les carreaux humides. Voilà, c'est des doux souvenirs, on va dire. La figure de votre maman, elle est vraiment incroyable. Enfin, vous dites souvent en interview, puis vous le racontez très bien dans le livre, à quel point elle vous a inspiré. Elle a une histoire assez particulière. Elle a fui l'Algérie pour en fait fuir un mariage forcé. Elle était en rébellion contre les traditions que sa famille voulait lui imposer. Complètement. En fait, elle vivait dans un petit village à 1 heure de Oran. Et souvent, quand les jeunes filles finissaient leurs études, donc elles obtenaient le certificat de fin d'études, on commençait à leur trouver un mari. Et puis, voilà, j'ai envie de dire presque tout s'arrêtait parce qu'elles avaient après derrière la même vie, c'est-à-dire avoir des enfants et tenir correctement la maison. Et elle n'avait pas envie de ça. Très tôt, elle savait qu'elle resterait pas dans ce village. Et donc, elle a décidé de partir pour aller à Oran chez sa tante, où là, elle a pu intégrer une école d'infirmière. Mais elle avait envie d'aller plus loin. Et je le vois aujourd'hui, elle a 65 ans, mais elle a soif de liberté. Là, elle fait du sport tous les jours. C'est génial. Elle court dans tous les sens. Et ça m'étonne pas qu'elle soit partie. Parce que elle est tellement loin de la vie de toutes les femmes qui sont là-bas. Et d'ailleurs, quand elle y retourne et qu'elle voit ses sœurs, je vois bien qu'il y a un vrai décalage. Et elle est déjà en plus animée de valeurs, j'allais dire presque féministes. Elle vous a fait faire beaucoup de sport très jeune, vous l'avez dit, mais elle faisait faire aussi bien du judo à sa fille que de la danse classique à son fils, quoi. Elle voulait surtout pas genrer en fait les pratiques sportives. Je trouve ça incroyable. Ouais, elle a beaucoup souffert de ça en fait. Elle était très proche de sa maman. Mais elle lui en voulait de faire vraiment la différence entre ses fils et ses filles. Les garçons avaient le droit à tout. C'est-à-dire qu'en plus, ils mangeaient avant les filles. Les filles mangeaient ce qui restait. Elle était vraiment très préoccupée par le bien-être de ses garçons et elle a souffert de ça. Elle ne comprenait pas et elle n'a pas voulu reproduire le même schéma et heureusement pour nous. Parce que moi, c'est vrai que très tôt, on avait un espèce de planning pour le ménage. Donc, on y passait tous. Et puis, elle disait à mon frère, mais écoute, peut-être que tu vas vouloir à un moment donné prendre un appartement et tu n'auras pas tout de suite une femme avec toi qui va faire la boniche. Donc, il faut que tu puisses prendre tes responsabilités, que tu saches tout faire. Et donc, on passait tous à la vaisselle, on s'occupait du linge, on faisait vraiment tout. Donc, le dimanche, on tournait, on avait notre planning, c'était le grand ménage et en même temps, heureusement pour lui, parce qu'il se rend compte aujourd'hui, et puis sa femme surtout, elle doit être reconnaissante. que c'était une bonne chose. Et puis pour le sport, ça a été pareil. Elle nous posait en début d'année, donc début septembre, le guide des sports de la ville sur la table et elle nous disait, bon, cette année, c'est toi, Sarah, qui choisit un sport. Et puis l'année suivante, c'était mon grand frère Samir. Et donc, on décidait... au départ, c'est elle qui avait choisi la danse classique en disant que c'était très bien parce que ça allait nous apprendre la rigueur, le travail, la discipline. Et donc, on s'est retrouvés tous les deux à faire de la danse classique. On n'aimait pas. Mon frère détestait. Mais ça a été, je pense, un passage important pour nous donner le goût de l'effort. Et puis cette discipline qu'exige la danse classique. Et donc, comme ça, on a fait du rock'n'roll acrobatique. C'est moi qui avais choisi et j'ai regretté aussi. On a fait de la gym, de la natation. On est resté longtemps au judo. Et puis après, moi, vers l'âge de 13-14 ans, j'ai voulu poursuivre mon chemin. Et d'ailleurs, mon frère aussi, il avait plus envie de faire de sport. Il s'est mis aux échecs. Et ma mère m'a dit, écoute, t'es assez grande maintenant pour pouvoir aller seule
sur ton activité sportive, parce qu'il y avait aussi, pour des raisons pratiques, c'était plus simple pour elle de nous emmener tous les deux au même endroit. Bien sûr, ouais. Enfin, en tout cas, on me demande souvent comment éduquer un garçon féministe. Inspirez-vous de la maman de Sarah Oramune. Je pense qu'il y a des bonnes bases dans cette histoire. Alors, vous venez de nous parler de ce moment donc autour de 14-15 ans, quand vous décidez de choisir votre sport par vous-même. Mais finalement, c'est un peu le sport qui vous a choisi plutôt que l'inverse. Quand vous avez poussé la porte du club Boxing Beats à Aubervilliers, vous étiez en train de chercher un cours de taekwondo, en fait. Et vous êtes tombé sur la boxe anglaise et sur votre entraîneur, Saïd Benhajem, qui va vous suivre ensuite pendant des années. Est-ce que vous vous rappelez de la jeune fille que vous étiez le jour où vous avez poussé cette porte ? Oui, je m'en souviens très 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 bien de ce moment-là. J'avais 14 ans, ado assez introverti. J'aimais les sports de combat et je crois que là encore, ça venait de ma mère parce qu'elle nous a emmenés pendant des années du côté de Barbès, regarder des vieux films de Kung-Fu. Elle était complètement fan de Kung-Fu, de Bruce Lee, de Jackie Chan. Et donc, à l'époque, je me souviens, on payait 10 francs l'entrée et puis on passait l'après-midi à regarder ces films, à subir au début. Puis après, on a commencé à y prendre goût. Et j'ai été attirée par les arts martiaux d'une manière générale. J'ai découvert le taekwondo dans un magazine qui parlait des arts martiaux et je me suis dit tiens, je crois que ça peut me plaire parce qu'il y avait tout le côté technique aussi qui était assez impressionnant et je me disais j'ai envie de pouvoir maîtriser cet art et malheureusement j'ai pas pu en faire longtemps parce que le club avait brûlé et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette salle de boxe mais vraiment par hasard quoi, parce que je me suis dit tiens, la salle de taekwondo est juste à côté, peut-être que les cours vont être transférés dans cette salle de boxe. Et en passant devant cette salle, j'ai été assez impressionnée par la beauté. Elle dégageait de l'énergie, on sentait qu'il y avait une histoire. Il y avait ces 2 rings au sol avec les cordes complètement abîmées, des fils qui pendaient et puis des sacs de frappe, tous différents. On sentait qu'il n'y avait pas forcément les moyens dans cette salle. Certains étaient rafistolés avec du gros scotch. Et puis sur les murs, il y avait une fresque avec les champions les plus illustres. Et je me suis dit, waouh, il faut que je rentre, que je demande qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que c'est. La salle était vide. C'était un mercredi après-midi, les cours n'avaient pas encore commencé. Et dans le bureau, il y avait Saïd qui, lui, avait été en équipe de France. Il a fait les Jeux de Barcelone. Alors, je ne me souviens pas l'avoir vu boxer, mais il a fait ses Jeux. Et puis, il m'a parlé de la boxe, mais vraiment avec amour, quoi. C'était l'escrime des poings, c'était le noble art. Il a commencé à me parler de stratégie de jeu, d'émotion, de maîtrise de soi. Et moi, je comprends pas. Vous mettez des coups de poing. C'est quoi l'intérêt? Et puis, c'est pas un sport complet. Vous faites quoi de vos jambes? Et il a commencé à m'expliquer, mais quand tu mets un coup de poing, ça part de ton doigt de pied jusqu'au bout de tes doigts. Tout le corps travaille. Et il n'y a pas que le corps, il y a l'esprit. Et je lui ai dit, OK, je veux voir ça. Parce que honnêtement, j'ai du mal à m'imaginer qu'on puisse développer autant de choses en mettant un coup de poing. Et j'y suis revenue le lendemain. J'ai adoré parce que déjà, il avait une super pédagogie où tout de suite, il m'a dit, écoute, t'es pas là pour prendre des coups. On va apprendre à se déplacer, à esquiver les coups. Et après, je verrai si tu bouges bien, on commencera à frapper un petit peu. Et il a commencé à mettre de la musique. Il y avait une super ambiance dans cette salle, beaucoup de solidarité. À ce moment-là, on m'a pas dit t'es une fille, qu'est-ce que tu fais là? Personne m'a posé la question. On était entre jeunes et en même temps, les jeunes qui s'entraînaient, c'est des jeunes qui étaient avec moi au collège. Donc pour eux, c'était pas, il y avait rien de bizarre à me voir dans cette salle. C'est arrivé un peu plus tard les remarques sur le fait que je sois une fille et que je choisisse ce sport. Parce que pourtant, à l'époque où vous commencez, les femmes ne sont même pas autorisées à rentrer en compétition. C'est arrivé en fait 3 ans plus tard, en 99, la première fois où le championnat de France de boxe anglaise pour les femmes a été ouvert. Il y avait quand même, vous arrivez dans un endroit qui n'était pas du tout pensé pour une femme en réalité.
Pas du tout, puisque y avait forcément pas de vestiaire pour femmes. On n'avait pas le droit de faire de compétition. On pouvait s'entraîner quand on tombait sur des entraîneurs intelligents, comme ça a été le cas pour moi. Mais moi, j'ai déjà fait face à des entraîneurs qui m'ont dit « Écoute, tu peux pas t'entraîner ici parce que tu vas perturber les boxeurs compétiteurs. » Alors en fait, on avait l'habitude avec Saïd de faire le tour des salles pour pouvoir se confronter à d'autres adversaires. Et donc, moi, je suivais le groupe des compétiteurs pour pouvoir m'entraîner et voir un peu comment ça se passait, tout en sachant que, enfin, en tout cas, à l'époque, je me disais jamais je monterais sur un ring, mais j'ai envie quand même de vivre l'expérience au maximum. Et plusieurs fois, on m'a dit « Ah non, ou tu te mets dans un coin, mais tu pourras pas... » Et là, j'ai commencé à me dire « Waouh, il y a quand même... c'est les premières grosses difficultés, quoi, c'est de se dire... Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui... Et puis, j'avais 14 ans, donc quand on me disait « Tu vas perturber les boxeurs », je me disais « Attends, c'est des adultes. » Enfin, je venais avec mon gros pull à capuche, mon survêtement large, mon bandana. Enfin, j'avais rien de sexy pour les perturber, quoi. Mais c'était, assez effrayant. Et on a eu l'autorisation, donc en 99. Un jour, j'arrive à la salle et... dans le bureau, il y avait tous ceux qui géraient ce club. Alors, ça faisait un peu comme dans les vieux films. Il y avait 4-5 vieux monsieur, cigare à la main. J'osais à peine... quand je passais devant le bureau, je les saluais de loin. Et j'osais jamais rentrer dans ce bureau parce que ça sentait le cigare à plein nez. Et c'est vrai que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Enfin, ils n'ont jamais boxé, c'est pas possible. Et donc un jour, j'arrive devant eux, je les salue et puis le président du club me dit Sarah, rentre. Et puis Saïd était déjà dans le bureau et il me dit voilà, est-ce que tu veux faire un combat ? Et je lui dis mais c'est possible. Il me dit oui, ça y est, la fédération française a autorisé les femmes à boxer. Si tu veux, on peut essayer de t'organiser un combat. Et donc, je me dis, ouais, super, quoi. Enfin, oui, j'ai envie de voir ce que ça fait parce que je les vois tous se préparer. Ils s'affûtent, ils perdent leur poids, ils ont l'air hyper heureux d'aller vivre cette expérience du ring. Et je me dis, ouais, c'est à mon tour, quoi. Il faut que j'y aille. Et donc, quelques jours après, on me dit, on t'a trouvé une adversaire. C'est une fille qui vient de la boxe française, qui a un peu plus d'expérience que toi, mais qui va, elle aussi, vivre son premier combat en boxe anglaise. Et donc, génial, je me dis, mais j'ai pas de tenue. Et on revient quelques temps après avec un petit sac. Dedans, il y avait un espèce de mini-short qui c'était vraiment ras les fesses, avec un débardeur, mais très laid, enfin, un tissu brillant qui était complètement abîmé par le scratch des gants. Donc, tout s'arrachait. Enfin, quand j'ai vu ce truc, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas mettre ça. J'étais déjà hyper pudique. Donc, bon, super. Et puis, on me donne un protège-poitrine, parce que c'était obligatoire pour pouvoir boxer. Et je sors le protège-poitrine du sac. Et sur le protège-poitrine, en fait, il y avait 2 gros tétons qui pointaient. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je peux pas mettre ça. Et il me dit, allez, va dans les toilettes. Donc, en plus, comme il n'y avait pas de vestiaire, je rentre dans les toilettes. Entre parenthèses, des toilettes turques qui sentaient pas très bon. Et donc, je sors le papier et la tenue du sac et tout. Et je me dis, non, je peux pas. Et j'essaye quand même. Et là, je vois que c'est pas possible. Je peux pas boxer dans cette tenue. Donc, je me rhabille, je sors. Et puis, ils sont là à m'attendre. Et ils me disent, pourquoi t'as pas la tenue ? Et je leur dis, non, mais ça me va pas. Va falloir trouver autre chose. Mais on comprend pas. C'est une taille S. Ça devrait aller. Ouais, mais non, je peux pas, je vais trouver, vous inquiétez pas. Et donc, je rentre avec la tenue et le plastron et avec une lime, en fait, j'ai râpé comme ça les tétons pour pouvoir mettre quand même ce protège-poitrine, quoi. Mais voilà, ça, c'était les premiers, les débuts un peu de la boxe féminine. Et finalement, j'ai pas trouvé de tenue adaptée. Donc, j'ai mis un short classique avec un t-shirt blanc et je suis montée comme ça sur le ring
en me disant je peux pas quoi. Cette anecdote que vous racontez, elle raconte bien en fait les discriminations que subissent les femmes dans ce sport, comme dans beaucoup d'autres sports d'ailleurs. Ça peut paraître surprenant de se dire que les femmes n'avaient pas le droit de boxer avant 99, mais en fait quand on regarde l'histoire du sport, il n'y a pas un sport où il n'y a pas eu un moment de conquête comme ça. Genre si on le faisait aussi, c'est pareil dans le football, dans le tennis, dans tous les sports en réalité. Ouais, c'est comme ça partout, hein, mais même pas que dans le sport quoi. C'est vraiment ça touche tous les univers. Ouais. C'est très symbolique le sport, je trouve, sur cette place faite aux femmes. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a encore des choses que vous dénoncez. Il y a moins de moyens alloués, par exemple, pour les boxeuses qui sont en compétition internationale. Il y a moins de catégories aux Jeux Olympiques, ce qui fait qu'il y a plus de femmes qui vont pas trouver leur poids pour pouvoir concourir. Il n'y a pas d'équipe junior ou d'équipe cadette qui permettent de dénicher les jeunes talents. Enfin, les femmes sont encore discriminées aujourd'hui beaucoup dans ce sport. Complètement. En même temps, ça fait que 20 ans qu'on a l'autorisation de boxer. On est olympique que depuis 2012, donc les choses vont tout doucement parce qu'en plus, quand en 2012 on a donné des places aux femmes aux Jeux, on en a enlevé pour les hommes. Et là, ça a bloqué parce que forcément, dans le mouvement sportif, les dirigeants, ce sont des hommes. Et encore moins en boxe, il n'y a pas de femmes dans les fédérations, que ce soit dans les fédérations nationales ou internationales. Les seules femmes qu'on voit, elles sont secrétaires. Donc là aussi, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais on voit bien que ça bloque parce que on vient sur un terrain qui est à la base réservé aux hommes. Donc déjà, je pense que quand les femmes ont commencé à boxer, je crois qu'on les a un peu titillées dans leur orgueil. On venait sur leur chasse gardée. C'était vraiment leur bastion. Et ça les a gênés, mais en plus qu'on leur enlève la possibilité d'aller au jeu, je sais que ça leur a pas plu. Alors pas tous, parce que une fois qu'on arrive à un certain niveau, on s'entraîne avec les hommes. Moi, je vois avec l'équipe masculine, il n'y a pas de difficulté parce qu'on s'entraîne ensemble, parce qu'ils savent la difficulté que c'est de monter sur un ring. Donc, on est respecté, on fait les mêmes entraînements, on prend les mêmes coups, on a les mêmes régimes, enfin, voilà. Et puis, surtout, les mêmes rêves. Donc, ça, ils l'acceptent et ils nous font leur place. Mais pour pouvoir être acceptés et respectés, il faut pouvoir les côtoyer, il faut nous donner aussi la chance de pouvoir accéder à ce milieu, de faire nos preuves et de leur montrer que oui, on est capable et que on peut même leur apporter. C'est-à-dire que je pense que on a des atouts et des qualités différentes de celles des hommes. Moi, je sais que j'ai jamais voulu boxer comme un homme parce que j'ai pas le physique pour. Mais par contre, je vais être peut-être beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus dans l'observation, beaucoup moins orgueilleuse. Du coup, ça me permet d'être un peu plus lucide. C'est-à-dire que quand une femme se prend des coups, elle sait prendre un peu de recul pour revoir sa stratégie, pouvoir mieux observer, pouvoir souffler. Alors qu'un homme qui prend des coups, il a envie tout de suite d'en remettre. Et souvent, quand on vient d'en prendre, on est un peu secoué. Donc, si on reste face à l'adversaire, on en prend encore plus. Et le combat peut s'arrêter très vite sans avoir eu l'occasion de retourner un peu la situation. Donc voilà, on a des qualités qu'on peut mettre en avant et qu'on peut aussi partager avec les hommes. Et ça, il y en a qui sont conscients de ça et qui s'y ouvrent. Et qui essayent justement de pouvoir presque apprendre d'une femme, de regarder la boxe différemment. Voilà, mais on a tous à y gagner en réalité. Moi, j'adore m'entraîner avec des femmes, mais j'adore aussi m'entraîner avec des hommes parce que c'est pas du tout le même regard, c'est pas la même mentalité. Voilà, c'est vraiment une richesse de pouvoir s'entraîner en mixité, partager, et ça c'est pareil dans tous les milieux aussi. Hein. Ouais, mais c'est intéressant. Enfin, c'est une question que je voulais vous poser plus tard. Ce que j'ai réalisé en lisant votre livre, je connaissais assez mal la boxe. J'avais une espèce de vision, j'imagine, très stéréotypale. En fait, il y a aussi une dimension d'humiliation potentielle, c'est-à-dire que rentrer dans un ring, c'est se mettre sur une scène où il y a un public autour qui observe et risquer d'être celui qui se fait battre, qui se fait humilier, qui se fait mettre au sol. Et en fait, ce que vous dites, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en tant que femme, finalement, il y a peut-être une approche plus modeste, moins arrogante. Cette humiliation, elle est mieux d'accepter qu'un homme pour qui, en fait, être mis au sol, c'est l'humiliation suprême, quoi. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais. C'est passionnant.
C'est tout à fait ça. Et du coup, les moments où j'ai eu des difficultés, moi, à m'entraîner face à un homme, ça a été surtout dans les débuts, quand il faut faire sa place, mais il faut aussi pouvoir s'exprimer. Et là, il n'y a que sur le ring que ça se fait. Et quand on nous met en face un homme jeune qui n'est pas prêt à justement se faire humilier, déjà par un autre homme, mais en plus par une femme, c'est compliqué. Donc, je sais que j'ai eu des moments à l'entraînement où, quand je touchais un garçon, je me disais, mais waouh, il va pas se vexer, quoi. Ouais, et est-ce que je vais pas le mettre mal? Donc, on est un peu dans ce questionnement de se dire, mais il faut que je fasse mes preuves, mais en même temps, si je l'humilie, est-ce que lui va m'accepter? Donc, on est dans l'entre-deux en se disant, bon, je vais travailler, mais sans trop essayer de le mettre en difficulté, parce que derrière, ça va être plus compliqué pour moi. Et puis, en même temps, on est consciente que physiquement, on est moins forte. Donc, le frapper fort, le mettre mal devant ses autres camarades, c'est aussi risqué que lui frappe encore plus fort et qu'on soit, nous, touchés, blessés, et que, du coup, on vienne nous voir en disant, tu vois, physiquement, enfin, c'est pas fait pour toi. Donc, il y avait tous ces questionnements sur le ring où c'est un moment qui est quand même très stressant, où on a plein d'autres choses à gérer. Mais pour le coup, il y avait cette relation-là, en plus, à prendre en compte. Une charge émotionnelle, comme toujours, qui C'est ça. pèse plus fort sur les épaules des femmes que sur celles des hommes. Zahra Ourahmoune, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue? Je crois que je le suis devenue. Je le suis devenue peut-être même grâce à la boxe. Je me souviens, quand j'étais adolescente, on me questionnait souvent sur le fait que la boxe allait transformer mon corps si j'allais pas quelque part me masculiniser. Et en fait, non, pas du tout. Ça a été une période où justement mon corps se transformait, où je devenais femme. Et le fait d'être dans un milieu très masculin, ça m'a pas donné envie de pas laisser parler ma féminité. Et dès que je sortais du ring, finalement, je restais très féminine et c'était pas incompatible. C'est-à-dire que je voyais en même temps mon corps se transformer et devenir femme, mais en même temps aussi devenir beaucoup plus athlétique. Et c'était bizarre parce que ça me gênait pas. C'est-à-dire que j'avais pas cette crainte de voir mes épaules se renforcer, mes muscles devenir vraiment très saillants. Je savais en même temps que c'était lié à la performance, donc je l'ai accepté. Et puis j'ai commencé à trouver ça beau, peut-être parce que c'était l'expression de tout le travail que je faisais. C'était l'expression d'un corps que je maîtrisais, un corps puissant. Et puis c'est vraiment un corps que j'affinais au quotidien et qu'on apprend à aimer, qu'on apprend à bien connaître. Et donc, je crois vraiment que la boxe m'a aidée à aimer ce que je suis, ce que je devenais, et à m'aider justement à me façonner. Et je crois que j'avais besoin quelque part de maîtriser tout ça. Et c'est vrai que le sport, quand on le pratique à haut niveau, on se rend compte qu'on apprend à connaître son corps dans les détails, à l'orienter un peu comme on veut. Et surtout... on l'accepte, enfin en tout cas on s'accepte tel que l'on est, quoi. Moi, vraiment. Et puis après, il y a en plus la boxe, il y a le regard des autres, ce qu'on disait, le ring un peu comme une scène où moi, les premières fois que je suis montée sur un ring, j'étais assez gênée parce que j'étais assez pudique, assez introvertie. Et en fait, on se prépare au regard des autres et on s'affranchit, en fait, parce qu'on monte et on reste focalisé sur ses émotions, sur ce qu'on doit faire, sur sa stratégie. Et finalement, on accepte ce regard en se disant que peut-être qu'il sera bienveillant ou pas, mais c'est pas grave, on s'en fiche, en fait. On apprend à se dire, il y aura un regard, il sera tel qu'il est, mais il faut aussi que je me protège de ce regard s'il est malveillant. Une belle leçon, effectivement, quand on est une femme et qu'on subit ces regards dans l'espace public en permanence. Finalement, le ring, c'est comme un entraînement, presque. Oui, c'est vrai qu'on se prépare à ça. Et surtout, moi, je crois que ça m'a préparée à me protéger, à me dire, OK, de toutes les façons, il y aura des regards malveillants.
il faut que je sache faire avec et me protéger, faire en sorte que ça n'ait pas d'impact sur moi, sur mes choix, sur ma vie, sur mon comportement. Vous parlez aussi du contrôle du corps. Moi, j'ai réalisé aussi en lisant le livre qu'il y a quelque chose de très particulier par rapport au poids en boxe pour pouvoir concourir dans la catégorie où on a été assigné plume ou mouche ou mi-mouche. Vous êtes mini-mouche, c'est ça ? Non, j'étais mi-mouche au début de ma carrière, donc 45-48 kilos. Et puis après, là, je suis passée en catégorie olympique 48-51 kilos. Voilà, vous avez donc été obligée de prendre 3 kilos pour pouvoir concourir aux premiers Jeux olympiques. Oui, après, bon, quand j'ai boxé aux Jeux olympiques, j'étais à 49 kilos. Donc voilà, j'ai pris un peu de poids, mais pas non plus. Mais c'est quelque chose qui peut faire un peu peur aussi, qui peut ressembler à des injonctions que peuvent se prendre les femmes de maigrir pour se correspondre à certains canons. Ça a engendré un certain type de rapport aussi à, l'alimentation, à votre corps, d'avoir ces contraintes-là. Bien sûr, parce qu'en plus, je me souviens, le premier combat, je devais le faire en moins de 54 kilos. Je devais faire à l'époque 55 kilos. Et Saïd me dit, écoute, il va falloir que tu perdes 1 kilo. Bon, on le prend... on l'accepte parce qu'on sait que ça fait partie des règles du jeu et on ne le prend pas comme une injonction qui est pointée vraiment sur son corps et l'aspect qu'il peut avoir. Ouais. C'est vraiment juste un chiffre et l'objectif, c'est de pouvoir faire ce poids, mais faire ce poids dans des bonnes conditions et en gardant vraiment un physique solide sans s'épuiser, avec vraiment un aspect... presque, une santé correcte, quoi. C'est-à-dire que perdre ce poids dans des bonnes conditions, ce qui se fait pas toujours, parce que dans les sports à catégorie de poids, souvent on fait un peu n'importe quoi pour justement passer ce cap de la balance, surtout dans les débuts quand on n'arrive pas encore à bien maîtriser son poids, quand on n'a pas ce sérieux et puis quand on sait pas bien gérer son alimentation. Mais non, moi je l'ai accepté, par contre je savais pas faire. Je me souviens que quand Saïd me dit, écoute, bon, tu te mets au régime, tu fais un peu attention, 1 kilo c'est rien, et puis s'il faut on fera un peu de corde à sauter avant la pesée. Et donc moi le lendemain je me dis, bon allez, au régime. Je savais pas du tout faire de régime, donc je bois un verre de lait et je pars en cours. À midi, je reviens, je me mange une tomate, petite salade, et puis après, retour après les cours, je crevais de faim. Ouais. Donc, j'ai commencé à sortir les céréales, le lait. Enfin, au bout d'une semaine, j'avais pris 1 kilo. Oh mince. Donc Saïd me dit, mais non, ça va pas être quelque possible. Chose qui va pas, un régime, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que t'as fait? Enfin. Et donc après, il a commencé à m'accompagner un peu en me disant, écoute, non, ça va pas, je vais t'aider à structurer tes repas. Et puis après, on faisait un peu plus de corde à sauter en fin de séance pour pouvoir transpirer un peu. Et finalement, j'ai fait le poids. Mais voilà, ça a été mon premier rapport un peu comme ça à la balance. Ça a été un peu particulier. Et ça toutes les 3-4 premières années, j'ai eu du mal avec ça parce que, comme je le disais, il y a le corps qui se transforme, il y a le regard des autres et puis cette difficulté à se dire je dois perdre du poids, je sais pas comment faire et puis j'ai pas envie. C'est une contrainte supplémentaire. Je viens pas pour ça. J'ai envie d'apprendre à boxer et ça, cette balance, ça me dérange. Ça devient presque obsessionnel. Parce qu'on est tout le temps dessus et on est prêt à tout pour faire le poids, parce que c'est la première barrière, c'est le premier combat. Et si on passe pas ce cap-là, tout s'arrête. Donc, on essaye de se débrouiller pour faire le poids et on va prendre des informations un peu chez ceux qui ont plus d'expérience. Et c'est pas forcément des bonnes informations. Ça va être, tiens, mets un kawaii, va courir, fais un peu de sauna. Aujourd'hui, tu manges qu'une pomme. Limite ta consommation d'eau. Donc en gros, tout ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'après on arrive sur le combat en étant complètement épuisé, en se mettant presque en danger, quoi. C'est évidemment pas l'idée. Non. En tout cas, quand vous racontez ce rejet que vous avez pu avoir au début, moi, ça me rappelle aussi ce que vous avez fait après vos premiers titres de championne. Donc, à 17 ans, vous devenez championne de France. Ensuite, vous le serez à nouveau 9 fois. Mais vous avez voulu, très tôt, vous arrêter de boxer pendant 4 ans pour vous consacrer à vos études. Et ça, c'est quelque chose d'impressionnant dans votre parcours, cette faculté que vous avez eue à vous accorder régulièrement des pauses pour faire autre chose, pour étudier, pour créer une entreprise, pour faire un enfant. Et je me demande si c'est pas ça, finalement, votre secret, votre façon de jongler avec toutes ces casquettes, c'est que vous traitez les sujets un par un, en réalité.
Ça, c'est vrai. Alors, j'ai vraiment le sentiment de mettre les choses un peu dans des tiroirs. Et ça, très tôt. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, je mettais les problèmes dans un tiroir, les moments de joie dans un tiroir. Et puis, dès que je passais d'un univers à l'autre, j'avais vraiment le sentiment de fermer les tiroirs qui n'allaient pas pour presque montrer une image d'enfant heureuse, de vie idéale. Et je crois que quelque part, ça m'a forcément construite, mais ça m'a surtout protégée, où j'ai pas laissé les problèmes ou tout ce qui pouvait être négatif m'atteindre, parce que voilà, c'était fermé, ça n'existait plus, en tout cas pour un moment. Et puis je reviendrai le traiter, m'en occuper à d'autres, mais chaque moment, j'essayais de vivre vraiment le moment présent et pas me laisser perturber, parasiter par des choses négatives. Et au départ, c'était quand j'étais enfant, je sais pas comment c'est venu. J'en parlais à mon frère, mais il me prenait pour une folle en me disant mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et je lui disais mais si, essaye, il faut s'inventer une vie et imagine le truc. Et il m'a pas suivi dans cette espèce de jeu. Mais ouais, ça m'a permis vraiment de me dire ok, là je suis à l'école. J'ai un sujet, c'est vraiment ce que je dois apprendre et il faut pas qu'à un moment je divague et je pense à autre chose. Et je crois que vraiment ma vie, je l'ai construite un peu comme ça, et aujourd'hui aussi, où à chaque fois j'essaie de me donner un temps vraiment focalisé sur chaque chose et vivre le moment présent à fond. J'ai échoué par moment, et d'ailleurs en 2012, quand je perds au tournoi de qualification, c'est ça. Je pour les Jeux Olympiques de Londres, vous vouliez concourir et puis vous n'avez pas réussi à vous qualifier. Exactement. Donc en fait, sur le dernier combat qui m'aurait permis de gagner mon billet pour aller aux Jeux, je me laisse un peu parasiter par la peur, par plein de choses, et j'ai pas su fonctionner avec mes tiroirs à ce moment-là. Bon, c'est comme ça. Mais en même temps, ça a été une belle leçon, parce que quand je suis revenue après 2014 en me disant je vais tenter une qualification pour les Jeux, j'ai tout de suite repensé à ça en me disant il y a un truc qui va pas, c'est dans la tête, j'ai flanché, il faut que je reprenne ce travail-là. Mais par contre là, je me suis fait accompagner par un professionnel. Oui, bien sûr. Non, mais c'est inspirant, et je pense que ça demande quand même une discipline, une disposition d'esprit assez particulière pour arriver à mettre ces compartiments, mais je pense que ça peut aider pas mal de femmes de vous entendre expliquer ça. Alors, vous avez parlé de votre déception de 2012, et il y en a eu une autre, un autre moment de votre carrière qui est très particulier et assez injuste. C'est en 2008, aux championnats du monde qui ont lieu en Chine. Vous arrivez en finale, vous faites un parcours brillant, tout le monde est complètement ébahi par vos performances, et vous vous retrouvez face à une Chinoise en Chine. En finale. Et comme par hasard, aucune faute de votre concurrente n'est comptabilisée. Même pire, on lui accorde des points que vous avez pris. Vous finissez en 2e place avec un immense sentiment d'injustice. Et 1 an plus tard, coup de théâtre, vous découvrez que la championne a été suspendue pour dopage et vous récupérez la médaille. Moi, en lisant ce passage dans le livre, je me suis vraiment mise en colère. Mais surtout, ce qui m'a mise en colère, c'est l'attitude des instances dirigeantes françaises à votre égard, qui n'ont même pas pensé à vous prévenir. Enfin, vous êtes encore en colère contre ce qui s'est passé, c'était il y a plus de 10 ans maintenant. Non, je suis pas du tout en colère. C'est vrai que c'était un moment bizarre, cette finale. Enfin, c'est vrai que ça fait maintenant plus de 10 ans, mais je me rappelle encore très bien. J'étais vraiment heureuse d'être en finale, parce que j'étais venue sur ce championnat du monde en me disant je rêve du podium, et je pense que j'aurais pu me satisfaire d'une médaille de bronze, mais il se trouve que la demi-finale s'est bien passée, je me retrouve en finale, comme tous les sportifs, on a envie de tout donner et d'aller jusqu'au bout, et c'est ce qui se passe, quoi. Je monte sur ce ring, je crois que j'étais encore naïve à l'époque, c'est-à-dire que je sais que j'ai cette adversaire chinoise face à moi, qu'on est en Chine, que très souvent, quand un pays organise une grosse compétition, il faut quelque part le récompenser, et souvent c'est en lui attribuant des médailles d'or pas forcément méritées, mais j'y ai pas du tout pensé en montant sur le ring. Je me suis pas dit
tiens, attention, on ne sait jamais, on va te voler. Au contraire, je me suis dit, c'est une finale. Il y a tellement de monde dans le public. Si on avait voulu te faire sortir de la compétition, on l'aurait fait avant. Et surtout, à l'époque, sur le plan international, j'étais classée au niveau européen, mais au niveau mondial, je n'étais pas spécialement connue, puisqu'en plus, je revenais après mes 4 ans d'arrêt. Donc, on ne m'attendait pas. Et donc, je me dis, bon, voilà, je vais faire mon combat, objectif médaille d'or, et je boxe. Et à l'époque, c'était ce qu'on appelle la scoring machine, c'est-à-dire que dès qu'un juge appuie sur le boîtier, rouge ou bleu, et ben, le point est comptabilisé, mais seulement si 3 autres juges l'ont fait en même temps, dans la même seconde. Il y a 5 juges, donc à chaque fois qu'il y en a 3 qui appuient, c'est que vraiment sur des coups nets où la tête part un peu en arrière. Et donc, il y a un écran qui est tourné vers le public. Donc, le public peut voir le score vraiment en direct. Et je mets des coups bien nets. Le point va à l'adversaire. Et ça arrive plusieurs fois. Premier round. OK, deuxième round. Et ça, jusqu'à la fin, un moment, sur le dernier round, je la touche. Elle est au sol. Et là encore, les points... lui sont donnés, on la compte pas, parce que normalement, dès que l'adversaire est touché, on compte 8 secondes. On compte pas, ça continue jusqu'au bout. Et donc, quand le gong sonne, je sais que j'ai perdu parce que j'ai entendu le public, j'ai vu le score sur les écrans, donc je sais très bien que je perds. Et ouais, grosse désillusion parce que je m'y attendais pas, j'étais pas prête à ça en fait. À la rigueur, quand on est prêt, voilà, bon... Je dis pas que ça fait moins mal, mais là, c'est une grosse claque. Et là où ça a été compliqué, c'est que c'est vraiment des émotions qu'on nous vole, quoi. Parce que il y a la médaille, mais ce qu'on vient chercher, c'est la joie, c'est le podium, c'est l'hymne national, c'est tout ça. Et moi, je l'avais pas. Et même cette médaille d'argent, elle avait plus de saveur. Si j'avais vraiment perdu mon combat, je pense que j'aurais été beaucoup plus heureuse que là de subir une injustice. Je pleurais sur le podium alors que j'aurais dû être contente à ce moment-là, et j'aurais pu l'être même en ayant une médaille de bronze, mais là c'était différent. Et donc à ce moment-là, je me dis bon, voilà, de toutes les façons, la boxe c'est comme ça, j'arrête. Et j'avais vraiment envie d'arrêter sur cette défaite. Et puis, on commence à nous parler de la boxe au jeu, en disant, voilà, peut-être qu'en 2012, on intégrera 3 catégories de poids. Et là, je prends le temps de réfléchir. Et puis, je me dis quand même... faut que je tente. Il y a 4 ans de préparation, c'est long, mais il y a un réel objectif, alors que jusqu'à présent, j'avais l'impression de tourner en rond, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de statut. Vous arriviez au championnat de France tout le temps, et puis finalement, c'était toujours pareil. Et puis quand on allait à l'international, on n'était pas forcément pris au sérieux, on n'avait pas de visibilité, on avait un entraîneur qui changeait à chaque fois, donc souvent on le rencontrait à l'aéroport. Donc voilà, ça donnait pas envie de s'investir plus que ça. Et puis, on avait très peu de tournois, donc on rencontrait souvent les mêmes adversaires. Il n'y avait pas cet objectif olympique. Et j'avais l'impression vraiment que ça faisait des années que je tournais en rond. Pourtant, je revenais, ça faisait 2 ans que j'étais revenue sur le circuit international après ma pause quand même de presque 4 ans. Et... j'avais l'impression que ça n'avait pas changé, quoi. Et par contre, quand on nous a parlé des Jeux, là, ouais, c'était quand même fort pour les sportifs qu'on était. Mais après, c'était aussi très symbolique parce que la boxe, c'était encore le seul sport qui n'était pas représenté par les femmes. C'était le dernier sport c'était le dernier, olympique. Ouais. Donc, voilà, il y avait aussi tout ce que ça renvoyait sur la place des femmes dans la société. Donc, ouais, je me suis dit, c'est pas possible, il faut y aller. Alors, je crois qu'on se rendait pas compte à l'époque de tout ce en tout cas, du rôle qu'on avait, de tout les barrières qu'on était en train de faire tomber, parce qu'on vivait notre passion et on voyait toutes ces injustices, mais on se rendait pas compte que ce qu'on faisait, ça
pouvait Ça aussi les permettre arrangeait. d'ouvrir des portes Ouais. pour les générations futures. Ouais, parce que c'est vrai que cette histoire de médaille, on vous l'a volée 2 fois, parce que même quand vous l'avez récupérée, on aurait pu imaginer que la Fédération française de boxe organise une petite cérémonie, quelque chose d'officiel, fasse une annonce, vous prenne en photo, ne serait-ce qu'avec la médaille, mais rien du tout, quoi. Vous l'avez reçue dans une enveloppe par la poste, et puis salut, quoi. Ouais, et encore, je l'ai appris par un mail, en fait, une jeune fille qui m'a écrit à l'époque. Je tenais un blog où je racontais un peu le quotidien de l'équipe de France. Enfin, j'ai essayé de mettre un peu de visibilité sur ce qu'on faisait. Et je reçois ce mail un jour où une jeune fille me dit est-ce que on t'a classé numéro 1 j'ai vu que la chinoise était dopée. Et je lui dis mais ok, où t'as eu cette info? Et donc je me renseigne et au niveau de la Fédération internationale, effectivement, je vois que à côté de son nom, il y a écrit que suspendu pour dopage 2 ans et que je suis repassée dans les classements. Et en fait, moi, j'avais vu ces classements. Je me souviens d'avoir été sur un tournoi en Roumanie entre-temps et dans la salle d'entraînement, il y avait les classements. Et j'étais numéro 1, Sarah Ourahmoune. Et à ce moment-là, je pense pas du tout au dopage. Je soupçonnais pas tout ça. Et je me dis, voilà, ils ont vu que j'avais gagné. Et donc, ils me mettent numéro 1. Mais je pensais juste que c'était peut-être quelqu'un qui avait fait le classement et qui était pas d'accord avec la décision. Enfin, je m'étais imaginé un truc en disant, oui, de toute façon, je suis numéro 1. Mais voilà, j'avais pas du tout imaginé que mon adversaire avait été contrôlée positive. Et donc, ce fameux mail 9 mois après, où là, je contacte la Fédération internationale en disant c'est quoi cette histoire? Et donc, on me dit effectivement, votre adversaire était dopé, donc merci de nous renvoyer la médaille d'argent, on va vous renvoyer la médaille d'or. Et donc moi j'ai renvoyé ma médaille qui, je pense, a été donnée à une boxeuse russe qui elle était 3e. Et donc moi j'ai reçu cette fameuse pauvre médaille d'or insignifiante par la poste. Et par contre, à Aubervilliers, on m'a organisé une petite cérémonie et le directeur technique national de l'époque m'a fait, en tout cas, incrusté la médaille dans une belle ceinture avec mon nom gravé. Donc voilà, j'ai quand même eu c'est important, une petite cérémonie. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les dirigeants de la fédération n'ont pas du tout levé le petit doigt. C'est-à-dire qu'ils étaient au courant qu'il y avait ce contrôle antidopage positif, que ça s'est fait assez vite, parce que le contrôle antidopage, je crois qu'un mois après, ils ont su que j'étais devenue championne du monde. Mais voilà, ils ne me l'ont pas annoncé. J'ai jamais trop compris pourquoi. Est-ce que c'était parce que avec la médaille d'or, il y a une prime que la fédération doit reverser? Est-ce que c'est parce que vraiment ça avait aucune importance pour eux? Vous dites dans le livre, en fait, au fond, je crois qu'ils s'en foutaient, quoi. Mais j'ai l'impression, parce que ils sont pas à une prime près. Enfin, c'était pas non plus, je sais plus, à l'époque, ça devait être 5 000 euros. Voilà, c'est pas non plus ça qui aurait pu les déranger. Mais vraiment, je pense que ça avait pas d'importance pour eux. Ça en dit long sur la perception des femmes dans ce milieu. Alors, après votre échec à vous qualifier donc au JO 2012, vous prenez à nouveau une de ces petites pauses dont vous avez le secret et vous montez une entreprise de coaching par la boxe. Alors, cette entreprise, elle a évolué depuis, mais au cours de votre carrière, vous avez travaillé dans des entreprises pour créer du bien-être entre les salariés d'une boîte. Vous avez aussi fait des groupes uniquement féminins pour empouvoirer des femmes. C'est ce que vous faites plutôt aujourd'hui. Ouais. Vous avez aussi travaillé auprès de personnes handicapées. Qu'est-ce qu'on peut trouver de commun entre ces 3 activités-là? En fait, qu'est-ce que ça apporte, la boxe? En fait, j'ai vraiment voulu travailler autour de la boxe comme un outil de développement personnel, en me disant que c'est un sport qui permet de travailler sur 3 dimensions, le corps, parce qu'on y travaille sa souplesse, son endurance, sa force, sa vitesse. C'est aussi le travail des émotions, parce qu'il faut apprendre à gérer la peur, la colère, le stress. À titre d'exemple, quand on boxe et qu'on se met en colère, très souvent on fait des fautes. Et ça c'est dans les débuts, on le comprend très vite. Mais on fait une faute et derrière, on se fait punir immédiatement par l'adversaire. Donc on comprend que cette colère, il faut pouvoir la maîtriser, la canaliser.
et essayer de garder vraiment de la lucidité dans un moment qui est hyper stressant où physiquement on peut être très entamé. Donc on apprend comme ça à mieux gérer ses émotions. Et puis il y a tout l'aspect mental où il faut pouvoir mettre en place une stratégie de combat bien avant de monter sur le ring. Et ça, on apprend à la mettre en place en observant son adversaire, en apprenant à mieux se connaître, ses points forts, ses points faibles. Et en fonction de ça, on va se dire, OK, j'utilise tel ou tel outil. Et puis, une fois qu'on est sur le ring, il faut travailler son agilité mentale. C'est-à-dire qu'une stratégie, elle doit être changée toutes les 5-10 secondes parce que forcément, l'adversaire ne va pas réagir comme on veut parce qu'il y a son camp adverse qui nous observe. Donc, on apprend à être beaucoup plus agile et à vraiment réfléchir très vite, à garder sa lucidité. Et c'est en ça que moi, j'ai vraiment voulu utiliser la boxe pour aider tous les publics, que ce soit en entreprise, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit les femmes pour s'affirmer et prendre leur place. Je trouve que c'est un outil formidable, vraiment. Et ça marche. Oui, ça marche, ça plaît. Et c'est vrai que depuis les Jeux de Rio, depuis aussi le film Million Dollar Baby, oui, carrément. On a vu plein de femmes oser pousser la porte d'une salle de boxe. On voit que c'est un sport qui maintenant touche vraiment tous les milieux. C'est plus le sport de quartier, le sport un peu violent. On le voit vraiment comme un sport complet, efficace, qui renvoie une image de personnes qui osent se dépasser, qui s'assument, qui osent aussi affronter le regard des autres et qui osent aussi affronter ses propres limites. Hein. Vous parlez de Million Dollar Baby, c'est marrant parce que quand on lit dans votre livre les scènes d'entraînement avec Saïd et puis après avec Marcel, votre beau-père, qui a repris donc, l'entraînement avant les JO de 2016, il y a vraiment cette dimension un peu qui fait penser au film de Clint Eastwood, où Clint Eastwood est l'entraîneur de Hilary Swank. Il y a une dimension un peu Pygmalion, un peu l'homme qui façonne le corps d'une femme pour la rendre puissante, pour la rendre forte, imbattable. Et je me suis posé la question, est-ce que finalement la vraie révolution féministe, ce sera pas quand il y aura des femmes entraîneuses de boxe, qu'on arrivera vraiment à voir les choses différemment? Peut-être que je me trompe. Ouais, non. Après, moi, dans mon parcours, j'ai rencontré plein d'hommes qui m'ont aidée et heureusement, c'est eux qui m'ont permis d'avancer, de faire les bons choix, qui m'ont conseillé, qui m'ont accompagnée dans mes rêves. Il y a eu des femmes aussi, mais c'est vrai qu'on a du mal à trouver des femmes coachs, mais ça arrive parce que toutes celles qui ont fini leur carrière comme moi, pour certaines, elles décident de passer professionnelle et d'avoir une carrière plus ou moins longue suivant leur âge et puis leur santé. Et puis, il y en a d'autres qui deviennent coachs. En France, il n'y en a pas beaucoup. Mais par contre, à l'étranger, par exemple, je pense à l'équipe anglaise, il y a une femme qui entraîne aussi bien les hommes que les femmes. Et je trouve ça génial. Parce qu'on a un autre regard. Et puis, moi, aujourd'hui, je vois bien que quand j'entraîne des hommes, il n'y a aucun problème parce que j'ai la légitimité pour et donc ils m'écoutent. La championne olympique, ça calme direct. Voilà, mais ce qu'il y a, c'est qu'on sent bien qu'il faut aussi prouver qu'on est en capacité de donner des conseils, de les diriger. Et puis en même temps, quand on coach, on a un certain ascendant sur la personne. On le voit bien, on est presque le sage qui sait. Et c'est assez drôle. Moi, des fois, j'ai en face de moi des hommes qui ont la cinquantaine, qui ont un statut assez important en dehors de cette salle d'entraînement. Et quand je me mets soit à leur crier dessus, soit à leur donner des ordres, c'est assez drôle de voir comment ils obéissent. Parce qu'on sait, dès que tu rentres dans la salle de boxe, il y a un cadre, il y a des règles et tout le monde est au même niveau. Et ça, je trouve ça assez fascinant de voir la réaction des gens. Et d'ailleurs, on fait de plus en plus d'entraînements en mixité. Mais on le voit que là, la différence entre le mois de septembre où les gens ne se connaissaient pas, où tout le monde s'observe, tout le monde presque se juge, se méfie, et puis maintenant
où là, on arrive au mois d'avril, où ça fait plusieurs mois que les gens s'entraînent ensemble. On voit que le regard a changé, que les hommes vont aussi vers les femmes parce qu'ils se rendent compte qu'elles peuvent leur apporter quelque chose, qu'elles les mettent aussi en difficulté par moment et que finalement, l'aspect très physique de la boxe est un peu atténué par la stratégie, par le côté mental, par l'engagement, par le sérieux. Et par tout ce qui peut se jouer sur un ring, sur l'observation, sur la prise d'information, sur la déstabilisation aussi, sur l'attitude de chacun. C'est-à-dire qu'une femme, même si physiquement, elle peut être moins forte, elle peut quand même dominer autrement, par son attitude, par la prise d'information, qui va faire qu'elle va avoir un temps d'avance par l'anticipation. Et je trouve ça super qu'il y ait des hommes qui se rendent compte qu'ils peuvent être en difficulté aussi bien avec un adversaire homme qu'avec une femme. Ça sera peut-être pas les mêmes problèmes, mais à eux de trouver les bonnes solutions et utiliser les bons outils pour s'en sortir. C'est fascinant, c'est décidément un outil assez extraordinaire, la boxe. Alors j'aimerais lire un tout petit passage de votre livre qui, moi, m'a beaucoup émue. On est juste avant les Jeux Olympiques de 2016, vous êtes en plein entraînement et vous venez d'avoir un bébé. Je suis dans le parc, je cours sans avancer. Des papis et des mamies me doublent. Je suis essoufflée. Marcel me crie dessus pour m'encourager à ne pas abandonner. Et moi, dans 2 ans et demi, je veux participer aux Jeux Olympiques de Rio. Mais c'est insensé. Je n'y arriverai jamais. Les médecins m'ont pourtant assuré que je pouvais reprendre l'entraînement. J'ai attendu 6 mois. J'aurais pu m'y remettre plus tôt. 3 mois après l'accouchement, ça aurait été possible. Mais mon corps ne répond plus. Je cours et c'est Marcel qui me pousse dans le dos, qui me prend la main. À quoi ça sert ? Je me suis trompée. J'ai présumé de mes forces. Je cours encore 1 minute, puis je marche. Même marcher me semble difficile, tellement je suis diminuée. Voilà, toute femme ayant eu un enfant sait très bien à quoi vous faites allusion, à quel point on perd son corps après une grossesse et un accouchement. Et vous êtes partie de là, et 2 ans et demi plus tard, vous étiez sur le podium des Jeux Olympiques de Rio. Enfin, je voulais juste vous tirer mon chapeau. Ouais, j'en ai des frissons, là. Ouais, moi aussi, en le lisant. Mais ouais, ça a été... ce moment-là, ça a été terrible, ces premiers mois. Il fallait que je me réapproprie mon corps. Je pensais pouvoir le retrouver presque comme en 2012 et ça n'a pas du tout été le cas. Enfin, je voyais bien déjà que j'avais encore le ventre de maman avec encore quelques bourrelets. Je faisais le poids, hein, j'étais à 51 kilos, mais j'étais toute fine, c'est-à-dire que j'avais plus du tout de muscles. J'avais commencé à m'entraîner seule avant de solliciter Marcel. Et en fait, je suis allée 3 fois à la salle de boxe seule, à des moments où il n'y avait personne, en me disant je vais voir où j'en suis, je vais essayer de m'entraîner avant de demander à Marcel de s'occuper de moi, parce que j'avais peur qu'il me voie trop faible et qu'il puisse me dire non, tu n'y arriveras pas. Et donc, je me retrouve dans cette salle, je commence à m'échauffer un peu. Et je veux faire du sac, sauf qu'au bout d'1 minute, j'y arrive pas, quoi. Et je me dis, c'est pas possible. On dirait que j'ai jamais fait de sport. On dirait que j'ai fumé toute ma vie. Comment je peux être dans cet état ? C'est pas normal, c'est injuste. Enfin, je comprends pas. Et je me dis, c'est pas grave, on y retourne. J'essaye le lendemain, rebelote, ça fonctionne pas, j'y arrive pas. Et donc après, je me dis, faut que Marcel m'aide. J'ai besoin de quelqu'un pour me tirer. Sauf que les 6 premiers mois, ça a été terrible parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je faisais 1 minute de marche, 1 minute de course, et puis je passais mon temps à me dire, mais comment je peux, dans 2 ans, être prête ? Parce que je voyais les gens courir plus vite que moi, parce qu'en plus, j'avais pas forcément les conditions pour m'entraîner. C'est-à-dire que Marcel n'avait pas de salle, donc on s'entraînait dans les parcs. Quand on était plutôt dans les beaux jours, on avait trouvé dans un bois près de chez nous un espèce d'abri. C'était une vieille gare, donc on avait une espèce de plateforme, un bout de ciment où on se posait pour faire un peu de leçons et d'exercices. Et les autres fois, on se retrouvait dans son box. Et je me disais, mais on prépare pas les jeux comme ça. Enfin, j'avais un vieux banc de musculation où il appuyait pour pouvoir faire office de charge parce qu'on n'avait pas les poids qu'il fallait. Et je me disais, mais mon corps ne suit pas, j'ai pas ce qu'il faut, c'est impossible d'y arriver.
Et à un moment, je me suis dit, non, mais stop. De toutes les façons, ça va être difficile. Il faut accepter que ça prendra du temps. Il faut accepter le regard des autres. Et tout passe par l'acceptation, en fait. C'est-à-dire, je le sais, je suis lucide. C'est un objectif un peu fou. Ça va demander beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Mais il faut que je prenne le temps. Et donc, je me suis fixée 1 an. Donc, le jour où j'ai pris cette décision, on était le 14 avril 2014. Je descendais du ring, de mon premier combat après la grossesse. Un combat affreux où j'ai eu que des mauvaises sensations, où j'ai voulu arrêter, où j'ai détesté ce moment. Et là, je me suis dit, de toutes les façons, ça va être comme ça pendant quelques temps. Et puis après, le plaisir reviendra. Et cette période d'1 an, donc 14 avril 2014 au 14 avril 2015, j'ai décidé d'avancer sans m'écouter, sans écouter les gens. Parce que je me suis dit, de toute façon, tous les jours, on va me dire qu'il ne faut pas que je fasse ça, parce que ça va être un échec, parce que je mets en difficulté mon entreprise. En plus, vous aviez une petite fille en bas âge. C'est ça, parce que c'est du temps que j'allais perdre plutôt que de rester avec elle, parce que c'était complètement fou, que j'allais me détruire et que l'issue ne pouvait pas être favorable. Et puis, je me suis dit, même moi, physiquement, je sais que ça va être dur. Il y a plein de moments où je vais douter. Donc, il faut que je me protège. Et donc, pendant 1 an, on ne se pose pas de questions. Tu te lèves, tu fais. T'avances. Et à aucun moment, on laisse parler les émotions. On se protège de tout ça. Quelle discipline. Et en fait, au bout d'1 an, je me suis dit, c'est moi qui prendrai la décision et que je veux que personne me dise, écoute, on trouve que tu as évolué ou pas. Je le sais, je sais où j'en suis. Et puis, de toutes les façons, le ring, c'est le moment de vérité. Donc, j'ai pas le choix. C'est le ring qui va parler pour moi. À un moment donné, au bout d'1 an, j'aurai fait un certain nombre de combats. Ben, on verra le résultat. Et ça m'aidera aussi à me décider. Et puis, au bout d'1 an, j'étais bien. J'avais battu les meilleurs. J'avais perdu plein de combats aussi. Mais surtout, j'avais avancé. Physiquement, j'avais progressé. Et je me sentais même plus forte qu'à 20, 25 ans. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'avais tellement l'envie d'y arriver. Vous dites souvent que votre corps à 34 ans, le corps des Jeux Olympiques, on dit souvent que pour une sportive, 34 ans, c'est presque vieux. Mais vous avez jamais été aussi bien dans votre corps finalement que ce jour-là. Tellement puissant. Enfin, c'était fou. Hein. Ouais. C'était fou parce que on n'arrêtait pas de me dire, mais non, mais 34 ans, forcément, tu n'y arriveras pas. Sauf que quand je faisais des tests physiques, j'étais bien meilleure que les autres filles de l'équipe de France qui avaient 20, 25 ans, quoi. Et ça, dès mon retour, c'est-à-dire que je partais déjà d'une bonne base. Physiquement, j'étais très bien. Puis j'ai toujours fait du sport. Donc c'est revenu assez vite quand même. Mais c'est vrai que quand j'ai arrêté la boxe à 34 ans, je me disais, mais c'est tellement dommage parce que je me sens bien, quoi. J'aurais presque pu continuer. Ouais, clairement. Ça m'amène à une question un peu particulière que je pose à toutes mes invitées. Sarah Oramone, comment vous entendez-vous avec votre utérus ? Je m'entends bien. Je m'entends bien parce qu'en plus, je crois que j'ai eu la chance de devenir maman très vite. Et, sans problème. Sans problème. Rare, ouais. Et alors, j'ai été assez craintive pendant des années parce qu'on nous dit que le sport de haut niveau, les régimes, le fait de tirer son corps comme ça, de faire 4-5 heures d'entraînement par jour, ça peut poser des difficultés. Et puis moi, j'avais repoussé, c'est-à-dire qu'en 2008, quand je veux arrêter la boxe, c'était aussi en partie parce que j'avais envie de devenir maman. Et donc, j'ai repoussé ça de 4 ans. Avec Francky, mon conjoint, ça a été compliqué parce qu'on s'est dit 4 ans, c'est long. Et donc, quand en 2012, on se dit, bon, ça y est, c'est le moment. Et lui, d'ailleurs, me dit, mais tu fais un enfant et tu verras, après la grossesse, tu seras bien et je t'accompagne et on y retournera. En famille, ce sera encore mieux. Je me dis, mais il est complètement fou. Non, j'aurais pas envie. Et en fait, je tombe enceinte très, très vite. Très vite et ça a été magnifique. Et puis pour la deuxième, ça a été pareil, quoi. Au bout d'1 mois. Mais je crois que je me demande si l'envie... Enfin, je sais pas. En tout cas, j'avais tellement envie c'est très mystérieux, les mécanismes qui font qu'on arrive à tomber enceinte vite ou pas. Il y a une dimension aussi un peu émotionnelle ou psychique, même si c'est pas facile à démontrer.
Je crois, parce qu'il y en a plein qui se disent qu'une fois qu'elles se détendent et qu'elles arrêtent de se prendre la tête sur ça, souvent c'est là où elles tombent enceintes. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu le bonheur de tomber enceinte très vite, d'avoir des grossesses fabuleuses, c'est-à-dire que vraiment sans problème. Et où j'ai été, mais j'avais une pêche pas possible, quoi. C'était d'ailleurs complètement fou, quoi. Je courais, j'ai couru jusqu'à la fin de ma grossesse dans tous les sens. J'ai pas arrêté de travailler. J'avais vraiment, j'ai une énergie qui était décuplée. Hein. Moins après. Après, quand les enfants grandissent, c'est d'autres problèmes et d'autres histoires. Alors, il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder ici, mais voilà, je vous rappelais que vous avez aussi fait un master à Sciences Po, vous avez aussi repris vos études très courageusement juste après votre échec pour les Jeux Olympiques de 2012. Vous avez vraiment un parcours incroyable. Et d'ailleurs, la République française vous adore. Vous avez été choisi pour siéger au sein du Comité olympique 2024. Vous avez été aussi membre du Conseil national des villes. Vous êtes aujourd'hui délégué du gouvernement en Seine-Saint-Denis, donc vous accompagnez les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour la Seine-Saint-Denis. Alors moi, c'est mon côté un peu, toujours un peu suspicieuse. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de vous ériger comme une personne issue de l'immigration, je mets des grosses guillemets, qui réussit par sa volonté et qui du coup masque un peu les obstacles structurels auxquels on peut se confronter quand on vient du milieu dont vous venez, donc on a grandi dans l'endroit où vous avez grandi. Est-ce que vous n'avez pas peur ou est-ce que vous avez une conscience parfois d'une instrumentalisation possible ? Alors j'en ai tout à fait conscience de cette instrumentalisation possible et le fait d'en avoir conscience, ça me permet d'orienter les choses comme j'ai envie de le faire, c'est-à-dire de me dire il y a des problèmes, il y a plein de choses qui vont pas, mais en même temps si moi j'ai réussi à trouver ma voie et entre guillemets réussir à aller là où j'avais envie d'aller, c'est que c'est possible par l'envie, par le travail, par la chance aussi. Je crois que j'ai eu la chance de faire des belles rencontres. Mais j'essaye en tout cas de faire en sorte de ne pas cacher tout ce qui ne va pas. Et c'est aussi pour ça que je m'engage, dans les territoires, que j'ai décidé d'accompagner à mon niveau Paris 2024 pour faire en sorte que ce soit des jeux inclusifs pour les quartiers, pour les habitants des territoires et notamment de la Seine-Saint-Denis. Mais non, j'ai l'impression, en tout cas, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est quelque part d'être le thermomètre un peu de tout ça, de dire, OK, moi j'ai trouvé mon chemin, mais je reste dans les quartiers, je suis encore sur le terrain et je vais vous dire tout ce qui va pas et je fais quelque part le trait d'union entre ceux qui tiennent les rênes, on va dire, et puis la réalité de terrain, les habitants, et puis je fais remonter un peu tout ce qui va pas et ce qu'il faut un peu booster et modifier. Faites avec beaucoup de courage, en tout cas. Je trouve ça magnifique que vous faites aujourd'hui. Sarah Oramon, est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? À ma chambre ? Ouais. Est-ce que vous avez un espace qui est rien qu'à vous, avec toutes ces activités que vous avez aujourd'hui, sans compter aux activités de maman ? Ouais, j'ai la chance de m'être créé un petit espace. Alors, moi, avant la boxe, j'ai fait beaucoup de peinture, beaucoup de dessins. Et du coup, là, maintenant que j'ai raccroché les gants, c'est vraiment une passion qui est revenue. C'est-à-dire qu'elle était un peu enfouie. J'ai pu trouver le temps parce que de peindre, ça demande quand même beaucoup de temps, rien que le temps de s'installer, de trouver l'inspiration, de choisir ses couleurs, ce qu'on veut faire et tout. Vraiment, ça me manquait. Et du coup, maintenant, j'ai mon petit espace où je peux prendre le temps d'exprimer un peu ma créativité. C'est marrant parce que c'est presque loin de la boxe et en même temps pas tant que ça. Mais j'aime beaucoup donc peindre, dessiner et écrire. Voilà, donc oui, j'ai un petit lieu en sous-sol, protégé. Je laisse mes enfants venir de temps en temps quand même. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? La poudre, ça m'évoque la femme libre, les femmes aussi engagées, les femmes qui ont pris leur place et qui assument leur choix. Merci beaucoup, Sarah Oramon. Merci. Merci à Sarah Oramon d'être venue faire parler la poudre avec moi.
La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Gaïa Marty. À la programmation, Laura Cuissard. Et au mixage, Audrey Ginestet. Le générique est une variation sur la chanson L'Appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission ? Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide La Poudre à essaimer. Pour faire parler La Poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene et sur Facebook sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquer sur La Poudre. Cela sera l'occasion de découvrir Bouffon, Queer, Commencer, Quoi de neuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur notre site La Poudre Lit, où nous recommandons toutes les 2 semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. À très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry dans le 8e à Paris. J'aime leurs chambres spacieuses et lumineuses aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes. Et ce calme. Si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à La Poudre.